semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi, au cours duquel nous aurons à débattre de deux sujets majeurs, à savoir la rencontre qui a eu lieu mardi dernier au niveau du palais de la présidence de la République entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous parlerons également de cette initiative du médiateur de la République qui échange depuis quelques jours avec les différentes formations politiques régulièrement constituées au Bénin. Et pour en débattre ce matin, je reçois pour vous en plateau Joseph Perzoanago, qui est le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à Georges Anagounou, socio-anthropologue, analyste politique. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Joseph Perzoanago. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux amis internautes de Esaü TV. Et bonjour également à vous, Georges Anagounou. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs. Merci d'être là ce matin. Joseph Perzoanago, vous avez suivi cette rencontre qui a eu lieu le mardi dernier au niveau de la présidence de la République. Dites-nous, quels ont été les sentiments qui vous ont animés à l'issue de cette rencontre-là? Non, mais déjà, à l'annonce de cette rencontre, moi, j'étais heureux, je l'ai exprimé ici sur ce plateau, en disant que c'est une très bonne chose que le dialogue social soit maintenu, même si le contenu ou le déroulement peut laisser à désirer, il est toujours bien que le chef de l'État soit à l'écoute de sa population et des forces sociales. Et donc, la démarche est à saluer. La démarche est à saluer. Maintenant, quand on sera à apprécier ce qui a pu s'y faire ou s'y dérouler, donc je donnerai mon avis. Mais d'entrée de jeu, je considère que c'est une très bonne chose que cela puisse se perpétuer. Cela puisse se perpétuer. Alors, Georges Anagounou, d'entrée de jeu, de façon sommaire, est-ce que vous aussi, vous partagez l'avis de Perzoanago qui salue la démarche qui a été entreprise? Oui, en fait, on les appelle les partenaires sociaux. Et à partir du moment où c'est des partenaires, il faut discuter avec eux. En partenaire, on discute, on prend langue, et surtout que lorsque ça concerne la vie de toute la nation, par contre, moi, il est normal que, d'ailleurs, si ces rencontres-là n'ont pas lieu régulièrement, c'est une anomalie dans une société. C'est une anomalie dans notre société, surtout une société démocratique. Donc, ça devait avoir lieu régulièrement pour que les gens puissent, parce que les travailleurs, ils ont toujours quelque chose à demander, et avec ce que nous avons traversé, Covid-19 et tout, jusqu'à la cherté de la vie, et donc, ça a mis du temps à venir. Mais moi, par contre, ce que je n'avais pas compris, peut-être que dans l'analyse, je comprendrai, c'est le fait que ce soit annoncé plus d'un mois à l'avance, parce que quand tu lis, le gouvernement veut rencontrer les gens, tu penses que c'est après-demain, en fait. Et lorsque tu lis, tu verras que bon, c'est dans 4 semaines, c'est dans un mois. Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Aussi, bon, voilà, est-ce que c'est la médiatisation à outrance ou qu'est-ce qui a fait ça, je ne sais pas. Mais bon, la finalité, c'est ce qui importe. Je pense que c'est à saluer que le gouvernement, et je voudrais leur demander qu'il faut que et le gouvernement et les partenaires sociaux, il faut que ça se passe plus souvent. Plus souvent. Alors, Perzoanago, sur la qualité des débats, qu'est-ce que vous avez noté? Ouais, mais là, maintenant, c'est tout autre chose. Une chose est, n'est-ce pas, de prendre langue avec... Les échanges ont été fructueux, selon vous? Ah non, vous ne me poussez pas à dire ce que vous voulez entendre. Non, du tout. Vous m'aviez dit mon appréciation sur... D'accord. Mais tout à l'heure, il y a mon vis-à-vis qui a mis le doigt sur quelques sujets assez intéressants. Il s'agit par exemple de cette crise de la Covid, de la cherté aussi. Bon, l'une est induit l'autre. Et on doit considérer qu'il y a la Covid qui est déjà une crise, et puis il y a la cherté de la vie qui s'en est ajoutée et tout. Sans occulter la guerre qui bon, évidemment, des conséquences économiques. Mais bien avant cela, il y avait la Covid, et il ne faut pas s'en cacher, qui a touché pratiquement tous les compartiments de la vie. Et donc là, on note qu'il est de bon ton que le chef de l'État puisse écouter davantage ses partenaires, les partenaires sociaux. À ce niveau précisément, et quand on regarde le contenu de ce qui peut ressortir de ce genre de rencontres, moi, je suis resté sur ma faim. Et puis, j'ai noté ce que certains pourraient appeler de la duplicité ou des jeux de passe-passe. En ce sens que, vous voyez, il y a un chiffre qui a été agité, il y a
bien avant, comme il a dit d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, que bien avant, il y a très longtemps, cette rencontre était annoncée et même des chiffres avaient fuité où on disait même que le chef de l'État a dit « Ah non, mais vous avez fait quel travail préparatoire? Non, non, je suis pas content. Faites encore plus d'efforts. » Pour dire donc, pour aboutir à ce que nous appelons le SMIC, qui devrait passer à 60 000 francs. Mais en le disant, de mon point de vue, le politique a crié au fort que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Comme si il pouvait aller jusqu'à 50, 60, 70, 100 000. En nous faisant croire qu'il pourrait aller là. C'est faux. En réalité, ceux sur qui ça pèse, c'est le patronat. Ah oui, bien sûr. Le patronat. Et donc, c'est le patronat qui régule en réalité ce flux. Donc là, on nous l'a caché, mais on donne l'impression que le chef d'État a dit « Ah non, mais c'est pas suffisant, il faut aller au-delà. » Mais si le chef d'État a suggéré 60 000 et que le patronat dit « Mais je ne peux pas aller au-delà. » On ne peut pas obliger le patronat à aller au-delà. La preuve, on en est à 52. L'autre étape aussi qui me semble assez cruciale, que je devrais aussi verser à ce dossier, c'est les mesures pour atténuer les souffrances que les uns et les autres ont enduré. Et à ce sujet, je cite comme ça au passage, ces fameux 19 milliards que la Banque mondiale a alloués au Bénin pour, n'est-ce pas, permettre aux entreprises formelles et informelles de souffler. Ce n'est pas un prêt. Enfin, ce n'est pas un prêt aux entreprises. C'est-à-dire, offrez-leur ça pour... Ailleurs, ça s'est passé. Ou pour atténuer les effets, les entreprises reçoivent, évidemment, et puis quelques employés, enfin les employés aussi. Le Bénin a fait semblant de s'y conformer. On a demandé aux gens de s'inscrire, les gens sont inscrits massivement. Et je parle en connaissance de cause, j'ai tous les chiffres pratiquement avec moi. Les gens se sont inscrits. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté? Comme à l'accoutumée, un peu de propagande. On a choisi une dizaine de gens qui se sont extasiés à la télé pour dire, bon, mais moi, j'ai reçu, regardez mon SMS, j'ai reçu 1 million, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, j'ai reçu 63 000, j'ai reçu 82 000. Et puis, paf, plus rien. Plus rien. Près de 10 000 ou plus de 10 000 requérants. Rien. Les gens ont rempli les conditions, on a étoffé les conditions, on a repris encore, c'est-à-dire, on leur a imposé tellement de conditions à remplir, les gens ont rempli les conditions. Mais c'est fini, on n'en parle plus. Et je trouve que ça, c'est ce que moi j'appelle de la duplicité. C'est-à-dire, c'est donner l'impression qu'on est avec les populations, qu'on est sensible à ce que les populations endurent, mais en réalité, on les enfonce davantage. Alors Georges Anagono, est-ce que de votre côté, vous avez noté une sorte de duplicité, comme évoque Pierre Zanago, qui est resté sur sa fin, sur cette rencontre tant attendue? Non, au fait, il faut la situation dans laquelle nous vivons, la cherté de la vie, la situation elle est tellement sérieuse qu'on ne peut pas se lancer à une certaine duplicité. Moi, ceux qui se sont inscrits, parce que quand vous parliez, vous dites on n'a rien fait, j'ai cru que vous avez occulté, vous allez occulter cela, mais vous avez reconnu que on a donné de l'argent aux artisans. Ce qui est... Ne me faites pas dire. On n'a pas donné de l'argent aux artisans. Vous avez dit quelques-uns. C'est-à-dire, voilà, on a saupoudré quelqu'un. Il s'appelle artisan. On a saupoudré quelques-uns. Ouais, il s'appelle artisan. Allez interroger les organisations d'artisans pour voir. Elles sont complètement déçues. Voilà. Merci. Vous savez ce qui serait bien dans le pays lorsque les gens sont déçus, qui trouvent les moyens de le dire. Parce que si on vous suit, cette duplicité-là, et que socialement, ça ne se manifeste pas, c'est qu'on dira que tout va bien, monsieur Penzo. Et seulement qu'il faut des gens comme vous parler en leur nom. Ceux qui savent que on a pris leur nom, ils ont rempli toutes les conditions, et que finalement, il n'y a eu rien au bout du fil, qu'il faut qu'ils se manifestent. Et qu'on sache qu'ils n'ont pas reçu. Ce que moi je sais, c'est que le gouvernement a mis en place des systèmes qui lui permettaient de donner de l'argent, de soutenir leur activité. Et c'est une obligation en ce moment-là. Donc, moi, je ne pense pas que le gouvernement puisse se livrer à une certaine duplicité dans le domaine. Je ne pense pas, parce que la situation est si critique, c'est si sérieux que on ne peut pas laisser les gens. Vous savez, la dernière fois. Êtes-vous resté sur votre fin? Non, moi, je ne suis pas resté sur ma fin. Mais puisque c'est pas moi qui ai proposé. Personne dit que vous étiez rassasié. Il a même rassasié. Non, on peut être sérieux. La situation, elle est très sérieuse en fait. Ce que je veux dire, le gouvernement a rencontré les partenaires sociaux. Ils ont discuté, comme il a dit, et le partenaire aussi était là, ce qui est normal, parce que si le SMIC, on relève le SMIC dans le pays, c'est qu'on relève pour tout le monde.
on relève pour tout le monde. Vous savez, la dernière fois, j'entendais un commentaire sur les télés étrangères, et particulièrement en France, où le syndicaliste dit, pour nous fonctionnaires, ça fait 20 ans que les indices sont bloqués. 20 ans que l'indice qui constitue la base du calcul de salaire du fonctionnaire est resté bloqué. Et regardez combien de crises sont passées par là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour dire, c'est pas fait nulle part. C'est pas fait nulle part. Ce qui est important, quel est l'effort que le gouvernement fait? Le gouvernement n'occulte pas la situation. Le gouvernement sait que par rapport à la guerre en Ukraine, ça entraîne des conséquences. Par rapport à Covid-19, ça entraîne des conséquences et que la cherté de la vie s'est installée. Si le chef de l'État, le comité a fait son travail premièrement et que le chef de l'État a demandé d'aller creuser encore, autrement dit, aller encore négocier. Si c'est le patronat qui est imposé, aller discuter avec eux. Parce que si le gouvernement demande au patronat d'accepter l'augmentation que lui, il leur donne, c'est que quelque part, le gouvernement doit préparer des mesures pour accompagner le privé, parce que le privé ne se lève pas pour faire ça. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui arrive? Si on ne s'entend pas vraiment avec qu'est-ce qui arrive, on va relever le SMIC officiellement au Bénin, mais certains patrons dans le privé vont continuer de payer le SMIC qui est bas. Justement, par rapport à ce SMIC-là, une petite digression positive, et je vous reviens dans un instant, Georges Anabo. Georges Anabo, lorsque, au lendemain de cette rencontre-là, lorsque la presse locale a fait vent de ce SMIC-là qui a été relevé, lorsque les uns et les autres ont commenté de part et d'autre, une équipe de nos reporters était sur le terrain, et il y a des citoyens qui se sont plaints de ce que, malgré que le SMIC soit relevé, qu'ils ont des inquiétudes sur l'applicabilité de ce montant-là, parce que déjà, ce qui était déjà en vigueur, des patrons ne respectent pas cela en toute impunité. Oui, bon, je suis d'accord hein, que la crise est interplanétaire. Au même moment, je dois constater que autour de nous, nous ne sommes pas en vase clos, nous ne sommes pas en autarcie. Autour de nous, nous avons d'autres pays. On observe à l'intérieur de ces pays comment est-ce que l'État central vient au secours pour soutenir sa population au regard de cette crise. Bon, mais ici, moi je note, je l'ai dit ici au dernier passage, que je note parfois que dans mon pays, c'est-à-dire que on délaisse, non, on délaisse les populations. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre qu'autour de nous et au-delà de nos frontières, on observe que l'État, au regard de cette crise, des États, au regard de cette crise, sont intervenus pour appuyer pratiquement les pays-là qui ont baissé les salaires des membres du les secteurs. On a observé. Chez nous ici, vous ne connaîtrez jamais avant Saint-Glinglin. Même le salaire, c'est ce que perçoivent les seigneurs. La baisse ce n'est pas seulement à ce niveau seulement qu'il faut baisser. Ce n'est pas seulement à ce niveau. Des membres du gouvernement, oui. Est-ce que cela est véritablement la solution? Non, ça fait partie le train de vie. Non, le train de vie et aussi beaucoup d'autres mesures. J'ai parlé tantôt de ces 19 milliards de la Banque mondiale. Ça pouvait permettre à ces artisans de mieux se sentir. Nous plaignons aujourd'hui sous le coup des impôts. Je prends un exemple. La taxe, la TVM, par exemple. C'est encore en cours ici. Ben, je dis, allez juste à côté, au Togo. Là, je n'invente rien, puisque je suis ces actualités de près. L'État togolais a dit, non, je ne veux plus prendre ça. Parce qu'on se met aussi à la place de la population. Chez nous ici, l'État est transitaire, c'est-à-dire, est censitaire, pardon. C'est-à-dire, ici, tout se calcule en termes de milliards. C'est-à-dire, les impôts s'accumulent. On invente les impôts au jour le jour. Et quand on me dit que le chef de l'État reçoit les syndicalistes et que bon, ben, on a fait... Je suis d'accord. L'idée de rencontrer les acteurs sociaux est une très bonne chose. Mais à l'intérieur, vous appauvrissez par exemple les entreprises et vous leur demandez, vous les appauvrissez par tous les moyens et vous leur demandez maintenant de relever le SMIC et de pouvoir soutenir cela. C'est quasiment impossible. Je ne défends pas les entreprises. Alors, Jean Anabo, est-ce que selon vous, l'État est sensible aux populations au Bénin? Père Anabo a évoqué tout à l'heure des mesures qui ont été prises au-delà de nos frontières par des gouvernements face à la cherté de la vie. Tout à l'heure, on parlait de ces États-là qui ont décidé de baisser les salaires politiques. Est-ce que vous pensez que, par exemple, cette option, comme j'ai interrogé tout à l'heure et Père Anabo, est-ce que cette option est véritablement efficace, elle est efficiente, ou il s'agit d'une communication politique et comme nous sommes en politique, nous savons comment les salaires sont arrondis? Vous savez, relever le SMIC, c'est de la responsabilité de l'État, du gouvernement qui est là. Relever le SMIC, c'est de la responsabilité du gouvernement. Quitte à ce que le gouvernement discute avec tous les partenaires, comme ils l'ont fait.
pour pouvoir arriver à relever. Il a dit tout à l'heure que le chef de l'État voulait 60 000 et que c'est tellement de négociation en négociation avec les partenaires, on n'a pas pu, on est arrivé à 52 000. D'accord? On est arrivé à 52 000. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait semblant de reconnaître le problème. Non, le gouvernement ne peut pas asphyxier le privé. Pourquoi? Qui est-ce qui paye l'impôt? C'est le privé. Qu'est-ce qui permet à l'État d'avoir des moyens d'agir? Ce sont les impôts. Donc si le gouvernement s'amusait à asphyxier le privé, le gouvernement n'aura plus d'impôts qui doit rentrer. Donc ne pourra plus atteindre ses objectifs. Je pense que ce n'est pas ça du tout. Et je vous ai dit, tout s'accompagne de mesures d'apaisement. Si le gouvernement demande au privé, à l'entreprise privée, de relever le SMIC à 52 000, certainement que quelque part, le gouvernement prépare des mesures d'accompagnement parce que c'est vaste communicant, tout est mis ensemble. En matière de fixe, oui. Quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement béninois en vue de compatir à la douleur des populations. Non, après, vous allez poser la question au porte-parole du gouvernement, c'est lui qui a les mesures prises, mais pour dire ce que j'ai retenu dedans. Vous êtes citoyen béninois. On en est pas loin. Vous vivez dans la population, vous êtes au contact des Non, populations. personne, je vais faire cette clarification-là. Moi, j'analyse, d'accord? Le jour, je commence par prendre position pour le gouvernement, et Claude Guéant l'a dit l'autre jour, et je l'ai suivi, je suis d'accord avec lui, vous devenez porte-parole. D'accord? Vous devenez porte-parole. À partir du moment où vous commencez à prendre position pour le gouvernement, ce n'est pas ça mon problème. Ce que je fais, c'est que j'analyse. D'accord? Ce que j'analyse. L'une des mesures fortes et que vous avez suivi, qui a été discuté en France ces derniers temps, c'est le blocage des prix. D'accord? Pour limiter l'inflation, pour que le panier de la ménagère puisse se supporter. Mais il y en a eu ici, le gouvernement a bloqué le prix des intrants, par exemple. Ils l'ont dit. Qu'est-ce qui fait fonctionner notre agriculture? Et qu'est-ce qui doit nous permettre d'avoir l'autosuffisance? C'est notre agriculture. Mais si le gouvernement peut arriver à bloquer le prix des intrants, c'est pour permettre aux paysans d'accéder à l'intrant à un prix raisonnable, ce qui lui permet d'avoir un bon rendement et de pouvoir fixer aussi le prix de son produit de façon raisonnable. Ça, c'est des mesures. Et nous savons que, et comment on appelle, les produits et pétroliers, quand le gouvernement s'empêche d'aller jusqu'à un certain niveau pour les impôts, pour les taxes, c'est pour permettre au prix de rester... N'allez pas sur ce terrain. Attendez. Les produits pétroliers. Le pétrole l'empaille à combien au village? Le villageois qui est paysan va vendre finalement son produit fini à combien? Donc je vous en prie, n'allez pas sur ce terrain. C'est un terrain glissant. Le fait même de fixer le prix par le gouvernement, c'est une manière pour lui de contrôler le prix. Le prix du pétrole au litre est inaccessible aux paysans. Pensez à vos parents au village, à vos parents. Je vous en prie. Peut-être quand vous étiez jeune, enfin moi peut-être j'étais même pas encore né quand vous étiez jeune peut-être, mais le pétrole, on a vendu le pétrole à 50 francs le litre. Il semble que j'ai vu, c'était 100 francs, quelque chose comme ça. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut tenir aujourd'hui, quelqu'un peut tenir avec le prix de pétrole 100 francs? Personne ne peut tenir. Ça veut dire que l'évolution du prix du pétrole, elle est mondiale, cette évolution-là. Et le Bénin ne peut pas s'en passer. Et compte tenu des ambitions que le Bénin a en matière de collecte d'impôts, compte tenu des ambitions que le Bénin a, le Bénin sait jusqu'à quel... On peut sacrifier les paysans, puisque ce sont eux qui utilisent potentiellement le pétrole. On a bloqué le prix des intrants. Bloqué. C'est pas pour aider les paysans. Comment vous souhaitez? Sinon, il risque de parler plus que moi, en fait. Non, mais écoutez, laissez-moi la parole. Quand je vais placer deux mots, il va se sentir menacé. C'est cela le problème en réalité. Ici, entre lui et moi. Il se sent déjà menacé. Non, je vous en prie, vous n'avez rien à craindre, cher frère. Je dis ceci, il est allé sur un terrain glissant. Il a osé parler des produits pétroliers, essentiellement du pétrole lampant que mes parents au village utilisent. Attends, je vous en prie, combien de personnes utilisent le pétrole lampant en ville? L'État ne peut-il pas trouver des canevas, des outils? Ah, bonne nouvelle. Le taux de couverture en électricité est à... C'est un autre problème. Ah, d'accord. Vous avez mieux fait. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire les couches les plus névralgiques, les plus défavorisées. L'État devrait être regardant vis-à-vis de ces couches. Ramenez le pétrole lampant à 400 francs CFA et vous allez observer tout de suite le paysan qui a besoin de ça pour allumer ses lampes. Parce que lui, il ne connaît pas l'électricité là-bas. C'est cela le problème.
qu'on ne vienne pas me raconter ici des histoires dormies debout. Les populations sont encore dans l'obscurité dans beaucoup d'endroits de notre pays. Qu'on pense à ces paysans-là. On a relevé légèrement la dernière fois le prix du coton au kilo et tout le reste. C'est-à-dire, dépassons légèrement, Quand tout au moins, relève, c'est légèrement. Oui, allons-y. dépassons tout au moins les professions de foi. Allons à l'essentiel. Je voudrais que les populations aient accès au pétrole, que l'on cesse de continuer par développer ou par asphalter davantage la haie vive et les quartiers déjà conçus, et qu'on aille maintenant dans les 2KP, et qu'on permette à ceux qui transportent leur coton, leur fonio d'un endroit à un autre, de se sentir à l'aise. Et c'est ça aussi le social. Et je dis ceci. Il y a des projets qui sont lancés dans ce sens-là. Je dis ceci, pensez aux plus faibles. Et vous allez voir, c'est une bonne chose. Mais j'ai compris, sous nos tropiques, les gouvernants pensent beaucoup plus à ceux qui sont déjà heureux, parce que ce sont ceux-là qui sont visibles et qui crient beaucoup, qui passent sur les plateaux de télé pour encenser. Mon oncle qui est à Sakété, ou quelque part derrière Kétou, au fin fond, qui va dans son champ avec son pétrole en pan. On vous donne le pouvoir, et d'ici 5 ans, il n'y aura plus de paysans sans électricité. C'est la couche la plus... C'est de la démagogie. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit. Je dis, ceux qui consomment le plus, qui leur pèse, regardez ça d'abord là. Mais je vous en prie. Ce qu'il y a, c'est que lorsque le gouvernement prend des initiatives, J'en souffre. ce que le citoyen a à faire, des gens comme toi et moi, c'est de l'encourager à aller encore plus loin. Mais dire que ce qui a été fait, c'est nul, moi, ça m'étonnerait parce que, comme je l'ai déjà rappelé, contrôler les prix, c'est un moyen pour le gouvernement de pouvoir permettre aux plus faibles d'accéder aux produits, aux biens nécessaires, d'accord? Et la lutte pour le pouvoir d'achat, ça se fait partout. Et le gouvernement fait, chaque gouvernement doit faire, je préfère dire ça, chaque gouvernement doit faire ce qu'il peut pour amorcer, augmenter le salaire des fonctionnaires, c'est relancer la consommation, et qui relance la consommation, relance l'économie, en fait, du pays. Et ça apporte du bien à tout le monde, Donc, ce qu'on peut dire, on est parti, le SMIC c'était à 42 000, maintenant c'est passé à 52 000, alors qu'il y a des années, ça n'a pas augmenté, c'est déjà un effort que le gouvernement fait. Ce que moi j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de chercher comment faire pour accompagner le privé, pour que le privé aussi puisse relever les négociations entre partenaires au sein de l'entreprise, pour se permettre de relever effectivement le SMIC. Jean-François Nago, j'avais posé la question tout à l'heure à Pierre Nago, par quelle alchimie, aujourd'hui, de façon rigoureuse, comme on connaît par exemple l'administration Talon, à partir de 2023, on va contrôler pour que véritablement les employés puissent gagner tout au moins les 52 000. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le privé qui continuent de gagner 25 000 le mois, Vous savez 30 000 le mois. Ce qui fait avancer la situation sociale dans un pays, c'est le rôle des partenaires sociaux. C'est le rôle des syndicats. Et lorsque ce que vous avez dit, le gouvernement a fait avec négociation, il y aura une loi pour le SMIC. Il y aura une loi qui va fixer le SMIC. Et que une entreprise ne serait pas en train de respecter cette loi fixée pour le SMIC, en ce moment-là, c'est sûr que l'entreprise mérite des sanctions. Et l'État devra prendre sa responsabilité. Vous voyez, le gouvernement au niveau macro et prend des décisions au niveau macro. D'accord? Quitte à ce que les ramifications de l'État puissent faire en sorte que ce qui a été décidé au niveau macro puisse avoir de réagissement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le gouvernement, lui, il est tranquille. Si le gouvernement relève le SMIC, le gouvernement va relever automatiquement au niveau de l'État. Ça va être relevé. C'est de façon automatique que ça va être relevé une fois que la loi sera votée. D'accord? Mais reste effectivement le privé qui dira, je n'ai pas les moyens. Si je fais ça, je ne pourrai plus payer les impôts. Et le gouvernement va discuter avec le privé en ce moment-là pour lui dire, bon, peut-être si tu payes telle taxe, je vais te diminuer ça. Ou telle taxe ne peut plus augmenter. Ou je supprime telle taxe. C'est des négociations suffisamment compliquées que le gouvernement doit faire avec les partenaires sociaux. Et je pense que c'est ce qui a commencé par être fait. Ne pas le faire, c'est ça que nous avons regretté tout à l'heure pour dire, ça met trop de temps. Négociation, nous avons traversé toutes ces crises-là sans qu'il y ait de négociation, ce n'est pas bien. Maintenant que c'est relancé et que les syndicats ont pu dire au gouvernement quelle est leur intention et le privé aussi, le gouvernement aussi, tripartite, et qu'on est arrivé à 52 000, disons que depuis des années,
Le SMIC a été bloqué dans notre pays, mais que cette fois-ci, le SMIC a reçu un coup de pouce. C'est déjà une très bonne chose et ça devait réjaillir sur toute l'économie. Et le gouvernement, c'est vrai, vous avez dit, par exemple, tout à l'heure, parce que moi, je dis, hein, en matière d'impôts, c'est comme l'orange. À force de presser, plus de jus. vous allez éclater les pépins. Et quand vous éclatez les pépins, ça ne vous servira plus à rien. D'accord? Et donc, la question d'impôt, c'est ça. Si on presse trop les populations, même les entreprises qui devaient prendre des initiatives pour développer l'économie ne feraient pas. Et je pense que le gouvernement n'a pas cette politique-là de pouvoir asphyxier complètement les... Alors, Père Lago, cette décision sera effective à compter de janvier 2023. Alors, quelle est la suite du processus selon vous? Non, moi je dis ceci. Il a cité un certain nombre de démarches et on va souhaiter que cette démarche se mène, que l'État essaie de regarder dans quel compartiment alléger la tâche ou faciliter la mission au patronat afin que cela puisse se faire réellement. Quant à ceux qui... il y aura toujours des gens qui vont se rébiffer. Et ça ne date pas de maintenant. Même si le SMIC était à 10 000 francs, il se trouverait des patrons qui ne voudraient pas payer les 10 000 francs. Cela va de soi. Et donc, il faut qu'il y ait des outils ou des mécanismes qui permettent, n'est-ce pas, de les dénoncer et de pouvoir leur mettre le grappin dessus. Cependant, vous voyez, c'est un peu complexe, hein, la situation. Quand on est dans un système où déjà l'emploi est précarisé par l'État, par le gouvernement et son chef, l'emploi est précarisé en quoi? En quel sens? Merci. Lorsque je suis employeur, laissez-moi dire, ça ne va pas être long, hein, je suis employeur. J'ai sous ma coupe une dizaine d'employés, pour être plus modeste. Et je suis tenu de leur payer 100 000 francs, enfin du moins 52 000 francs comme SMIC. Bon, je voudrais faire les choses de façon fictive, enfin en faisant la fiction simplement. Et que j'ai aussi un autre argument massue. Si je ne leur paie pas les 52 000, ils se trouveraient parmi les 10 pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils vont commencer par... Et là, je leur applique le... Juste pour étayer ce que vous dites, oui. Il y a un internaute qui a mis sur la toile, il dit, donc nos servants de bar aussi vont gagner 52 000 chacune. Ouais, c'est ça. Très bien. Et ce qui va se passer, lorsque je ne serai pas d'accord avec vous, je vous licencie. Et je vous paye vos 3 mois que le chef de l'État avait décidé en Allemagne. Vous savez. Et là, je le fais. Donc, j'ai peur de me retrouver dans la rue avec seulement mes 3 mois. Avant, ce n'était pas possible. L'employeur ne réfléchit pas 3 fois avant de décider de licencier. Comme ça lui plaît un employé. Aujourd'hui, c'est la mode. L'employé regarde et se dit, bon, ben, je renouvelle cette tête-là, renvoie-moi les 10, ça me fait 52 000 ou bien je ne sais pas combien là, fois 3, fois 10, et puis c'est terminé. Et le compte est réglé. L'employé a peur. Et il lui sera difficile d'aller dénoncer les exactions. Voilà, nous sommes dans un état complexe. Et je dis, c'est précariser l'emploi. Non, par exemple, la loi sur l'embauche, c'est ça vous l'avez évoqué. C'est des facilités qu'on a apportées à l'employeur. C'est des facilités qu'on a apportées à l'employeur, mais pour lui, permettre aussi de créer beaucoup d'emplois. C'est vrai que dans notre pays, on ne fait pas souvent le point pour savoir, après ça, est-ce qu'il y a eu réellement création d'emplois? Ça, c'est des institutions aussi, de l'INSAO et tout ça, qui doivent s'occuper de ça pour nous dire, est-ce qu'il y a eu... Mais par exemple, ça, c'est le coup de pouce que le gouvernement a donné à l'employeur. Et le gouvernement doit demander de contrepartie. La contrepartie, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les 52 000 francs pour SMIC. C'est cela, en fait. Il n'y a pas longtemps, dans le cadre de Covid-19, que l'État a annoncé des aides aux entreprises. D'accord? Si l'État avait fait des baisses d'impôts, je ne sais pas. Mais l'État ne fait rien parce que l'État, l'argent qu'utilise l'État, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les citoyens. Et donc, l'État ne donne pas à quelqu'un sans entendre de contrepartie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut dire aujourd'hui que l'État est en train de se rattraper en demandant aux entrepreneurs de relever, au privé, de relever le SMIC à 52 000 parce qu'entre-temps, on lui a donné de facilités en matière d'embauche et de création d'emplois puisque il peut, vous avez dit 3 mois, après 3 mois, il peut donner 3 mois et licencier les gens. Oui. Et ce qui ne fait, ça n'a jamais fait la joie d'un employeur de licencier les gens.
gens. Parce que quelqu'un que vous l'avez déjà formé, vous lui avez donné déjà de l'expérience, il connaît le boulot, vous vous levez du matin, vous le renvoyez, vous prenez un autre. C'est pas rentable pour l'entreprise non plus. Donc les entrepreneurs ne se lient pas facilement à ce que vous avez dit là. C'est pas ça, en réalité. Mais ce qui est bien, c'est que le gouvernement leur a apporté coup de pouce et à partir de ce moment-là, ils doivent avoir de contrepartie. Ils étaient demandeurs de cette mesure inhumaine. Personne pour progresser dans le débat. On ne peut pas parler de cette rencontre-là sans commenter cette opinion du chef de l'État qui a été très virale sur la toile, notamment celle relative à cette législation en cours d'élaboration et d'études et d'examen au niveau du Parlement, une législation qui vise à fixer des conditions d'obtention de pension aux anciens parlementaires et anciens présidents d'institutions de la République. Est-ce que vous avez suivi l'extrait de l'opinion du chef de l'État et dites-nous quelles sont vos appréciations sur les mots tenus par le chef de l'État liés à cette initiative parlementaire? Bon ben, à cette séance, c'est juste une séquence qui a été retirée et qui a été donc propagée un peu partout. Le chef de l'État s'adressait à Kassa Wampo. Monsieur Kassa, je l'ai entendu comme vous, enfin, en ces termes. Oui. Bon, j'ai dit ici sur ce plateau que ça ne peut qu'être l'œuvre du grand boss. C'est-à-dire, en politique, je ne m'y connais pas trop. J'observe la politique. C'est extraordinaire. C'est le caméléon, c'est tantôt le rhinocéros, l'éléphant, le serpent à sonnette et tout. La politique, c'est extraordinaire. Où on peut lancer un ballon d'essai et voir comment l'opinion va. Vous savez, il y a eu des choses du genre où même un ministre était monté au créneau pour dire « Ah ben non !» Au départ, c'est un ministre qui monte pour dire « Mais quand on va renchérir les frais de connexion, vous allez voir si vous pourrez passer sous WhatsApp pour raconter tout ce que vous voulez. » Ça n'a pas tardé. Quelques moments après, les fournisseurs d'accès ont effectivement augmenté le coût du mot. Et là, ça a jasé un peu partout. Ça n'empêche à personne d'opiner sur les réseaux sociaux. Mais, ça dit, si on vous laisse opiner, c'est pas mal. Mais n'empêche, on vous soutire, on vous essore. On va vous essorer comme du linge. Alors, à quoi bon? Et donc, ce que je suis en train de dire, le grand chef peut avoir dit, lancez voir ce que ça va donner. Et puis l'opinion a dit, ah mais tiens, ça a jasé. Puis le grand chef peut encore revenir pour dire, ah non mais moi je viens de l'apprendre comme vous. Je dis, pour des députés aussi dociles, aussi studieux, Vous pensez ça? à l'heure, je vous en prie, donnez-moi 2 cas de députés rebelles. Sous les 2 derniers. Ah oui? Ah ben c'est nouveau, j'étais pas au pays. Ah mais là c'est formidable. Ah, j'étais pas au pays, ça c'est formidable. Alors là, ah ouais mais là c'est formidable. Bravo alors. Bravo alors. Sur la même question. Non, vous savez, quand on parle aussi, il faut savoir à quel peuple on parle et dans quelles conditions on est en train d'agir. Il a parlé de la docilité des députés, donc l'indocilité commence maintenant, en fait, avec ça. Vous avez vu. Et donc, merci. Les parlementaires sont libres. C'est proposition de loi qu'on appelle ça. Ou bien, lorsque ça vient des parlementaires... Sûrement que ça vient de parlementaires qui ont déjà fait les 3 législations consécutives et donc se disent, c'est pas sûr qu'on peut... Ce que le chef de l'État a dit, et ce que moi je n'ai pas compris dans la situation, c'est ceci. Chaque parlementaire, au moment où il passe au Parlement, a une fiche de paye. Ou bien, lorsque vous avez votre fiche de paye, cela veut dire que vous cotisez en même temps pour votre retraite. Donc les parlementaires cotisent déjà pour leur retraite. Devraient. Ah, je sais pas, mais ils devraient. S'ils ont fiche de paye et qu'on ne fait pas ça, c'est une faute. Et la loi ne devrait pas permettre ça. Et donc, moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'ils veulent dire qu'à partir du jour où ils ne sont plus députés, on commence par leur payer de pension tout de suite? Je pense qu'aucun parlementaire n'est aussi stupide pour proposer ça. Parce que la retraite, il y a l'âge limite, l'âge légal pour aller à la retraite dans notre pays. Ce qu'il y a, c'est que s'il y a un conseil à donner aux parlementaires, enfin, si vous étiez dans le privé, ou vous faites dire que vous êtes devenu parlementaire, vous avez commencé par cotiser. Vérifiez si vos cotisations sont versées. Si les cotisations sont versées, à la sortie du Parlement, cherchez à faire quelque chose légalement et à cotiser pour votre retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème ne se pose pas ailleurs, dans la mesure où tout ce que chacun fait, les gens qui travaillent, ils cotisent, c'est réglementaire, c'est tout à fait normal. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi je ne veux pas savoir, est-ce que le chef de l'État est informé entre-temps? C'est vrai que
c'est des questions très, très épineuses. Il faut éviter de les aborder de cette manière-là. C'est-à-dire que entre le chef de l'État et le député, entre la législation et le chef de l'État, il y a de relations. Doit avoir de relations, de pourparlers. Et donc, ces choses-là, ne pas le dire au chef de l'État, ne pas en parler, et que les présidents de groupes parlementaires, ou bien le président de l'Assemblée même, n'ayant pas parlé au chef de l'État avant d'amener ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose je suis d'accord avec vous. Quelque chose qui cloche parce qu'on parle d'un chef d'État, il doit être au courant. Mais maintenant, je ne sais pas, je le dis, je mets des gants parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas si le chef de l'État a dit, je viens de l'apprendre comme vous. Ouais, si c'est cela le cas, si c'est ce qu'il a dit, moi je pense que les parlementaires ont commis une faute, pour la collaboration qui devait exister entre eux et le chef de l'État. Il ne peut pas lancer une loi comme ça sans que le chef de l'État soit mis au parfum auparavant. Les décisions doivent être autonomes. Mais quelque part... Non, oui, mais pour la collaboration qui existe entre les institutions, un truc comme ça, les conseillers du chef de l'État devaient même passer ça à l'étude avant que, et que le chef de l'État puisse donner son point de vue avant que ça ne passe. Ne pas se passer comme ça. Quelque part, si c'est vraiment ça commence pas à être comme ça entre eux, c'est bien pour la démocratie parce que chacun commence... Non, rassurez-vous, ce ne sera pas comme ça. Non mais attends, moi je dis, cette indocilité-là, c'est bien pour la démocratie parce que désormais chacun prend sa responsabilité et le parlementaire se dit, non, je suis libre par rapport au chef de l'État, je peux dire ce que je veux et pour quand je veux et comme je veux. Si c'est ça, eh bien, le chef de l'État aussi va prendre ses dispositions et la démocratie va s'engrandir. Merci à vous, Georges Anabono et Personne. Un sujet qui nous réunit également ce matin, Personne Anabono, c'est cette série de rencontres avec les responsables de formation politique qu'a entamé le médiateur de la République en vue de la tenue d'élections législatives pacifiques en janvier 2023. La démarche est-elle salvatrice également à ce niveau? Bon, d'abord, je voudrais m'interroger avant de me dire si c'est une bonne démarche ou pas. Cela va de soi que c'est une bonne démarche qu'un médiateur puisse aller au-devant de ses acteurs primordiaux. Cependant, je me dis, le job du médiateur est-il prioritairement de baliser les pistes à chaque fois quand il y a une élection en vue pour que les élections devraient se tenir dans la transparence et l'équité, mais pour que se tiennent dans une atmosphère apaisée. Il y a deux choses différentes. On peut aller dans un pays observer qu'une élection a eu lieu et que tout est calme. Les gens sont restés même à la limite chez eux. Ne sont pas allés même voter, c'est hyper calme, il n'y a pas de manifestation. On dira, l'élection s'est déroulée dans une atmosphère apaisée, puisque la paix y était. À vue d'œil, personne n'est sorti. Parce qu'il y a les armes qui vont crépiter si vous sortez, il y a les férules de la police qui vous tomberont dessus si vous sortez. Et donc, cette élection aussi peut être considérée comme une élection apaisée, totalement apaisée, puisqu'il n'y a pas le moindre petit mouvement. Maintenant, c'est le job du médiateur, parce que je l'observe de temps en temps, prioritairement pour lui, c'est qu'à aux encablures des élections, il doit prendre son bâton de pèlerin, travailler à ce que les élections soient apaisées. Je trouve que ce job est étriqué, de mon point de vue. Parce que le médiateur reste le médiateur. C'est-à-dire le médian entre un point et un autre. Il est au centre. N'est-il pas dans son rôle, lorsque vous suivez un peu les propos tenus par les responsables des différentes formations politiques aux sorties de leurs échanges? Oui, évidemment. Lorsque vous parlez ainsi, j'espère que vous aviez noté aussi la prise de position d'un autre parti qui remplit les conditions, qu'on peut appeler aussi un parti politique, pour ne pas nommer, redonner l'espoir ou comment restaurer l'espoir. Par exemple, est-ce que dans ce que vous venez de dire, mon cher confrère, vous y aviez inclus l'opinion de restaurer l'espoir? Parce que moi, j'ai lu aussi l'opinion de restaurer l'espoir. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie, c'est vous autres qui m'aviez invité sur ce plateau et vous êtes censés, n'est-ce pas, guider le débat. Parce que, à vous entendre parler, vous avez dit tantôt, chers confrères, je ne vous apprends pas quoi que ce soit, et selon l'opinion générale des partis politiques qui ont trouvé que c'était intéressant et tout le reste. Non, je vous en prie, restituez les choses. Telle n'est pas l'opinion du parti Restaurer l'espoir. Je vous en prie. Et donc, et pourtant, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un parti politique. Ah non, vous n'allez pas me dire ça. Donc, n'est pas de cet avis. Voilà, je voudrais vous dire, parce que je ne suis pas leur représentant. Donc, le parti Restaurer l'espoir n'est pas de cet avis-là. Et donc, je dis que quelque part,
c'est comme certaines chansons que vous n'allez pas entendre maintenant. Ah, le Bénin est un indivisible, vous n'allez jamais entendre ce genre de chansons. Ben, à 2 semaines, 3 semaines, à 1 mois des élections, vous allez voir, c'est un pays de paix, tout le monde doit s'embrasser, on doit faire bisous à son... Ça, c'est pour inviter tout le monde à la paix. Évidemment, le problème, la paix ne doit pas attendre une limite. Donc le médiateur a bien fait. La paix est quotidienne et à tous les... Donc, le médiateur a bien fait de commencer tôt. Je dis, le médiateur ne commence que lorsqu'il sent qu'il y a une élection en vue. Et ce n'est pas bon. Mais c'est pas compliqué que ça. Pour moi, le médiateur, c'est quoi son rôle? Et dans les moments où j'en ai connu ou bien j'en ai entendu parler, c'est surtout entre le citoyen et l'administration. C'est surtout entre le citoyen et l'administration. C'est pas entre le citoyen et le gouvernement. Bon, donc moi, je ne sais pas pourquoi le médiateur a pris cette initiative-là. Parce qu'en fin de compte, le médiateur n'a aucun pouvoir en réalité. En la matière, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on puisse avoir une liste claire, bien définie, consensuelle, pour pouvoir aller aux élections consensuelles. Je pense, je ne sais pas si je résume bien quelle est l'intention des gens. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, pas l'intention des gens, ce qui est nécessaire aujourd'hui. Mais maintenant, le médiateur, est-ce qu'il est dans une mission pour le gouvernement? Je pense que le chemin est long. Le chemin est long parce que le gouvernement aurait mieux fait d'appeler, comme le chef de l'État l'a fait parfois, d'appeler les partis politiques et de discuter. Mais je pense qu'une institution l'a déjà fait. Lorsqu'on avait commencé par faire la liste avec l'ANIP, il semble que la Sénat avait rassemblé et partis politiques et ANIP et eux pour définir les bases. Parce que moi, j'ai entendu des commentaires sur l'opposition, parce que l'opposition a demandé par rapport à la liste à avoir clair. Moi, je pense qu'il faut faire. C'est de mauvaise foi, ça. Ce qui est fondamental pour une élection, c'est d'abord sur la liste électorale. C'est d'abord sur la liste électorale. Et je pense que la Sénat avait bien fait de rassembler les partis politiques et l'ANIP, parce que le Sénat savait que l'ANIP seul ne va pas faire liste sans que les partis politiques soient convaincus qu'un travail technique se fait et que ça n'a pas de parti pris. Nous sommes des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si au niveau de la Sénat, il y a déjà eu cette rencontre-là, je suppose que les partis politiques ont déjà adressé leurs doléances à ce niveau-là. Ce que nous voulons, ce qui devrait être, c'est que au niveau de la liste sera affichée lorsque la liste va finir. Lorsque la liste finit son travail, la liste sera affichée. Si la liste est affichée, eh bien, les partis politiques aussi, en ce moment-là, prendront... Parce que le travail de médiateur, en fait, il n'a pas de force, le médiateur, pour agir dans ce domaine-là. Il n'a pas de prérogative dans ce domaine. Est-ce à dire que tout ce que fait le maire de la République, dans ce sens-là, est venu les faits? Non, vous m'avez bien compris, mais vous faites semblant de ne pas le faire. Je dis qu'il ne faut pas... Non. Vous dites que c'est devenu l'effet. Je n'ai jamais dit ça ici. Je dis, mais pourquoi attendre la veille des élections pour le faire? Parce qu'il y a toujours eu des problèmes qui ont été soulevés. Même lorsque les élections sont à 2 ans, 3 ans, des partis politiques ont élevé la voix. Même de la société civile. Et c'est cela aujourd'hui. Le problème est celui-ci. Si parfois même on dit, on ne veut que discuter avec les partis politiques, je dis, il y a un problème. C'est comme si ce sont les partis politiques qui vont voter, qui vont élire. Ce sont les populations. Et au sein de ces populations, il y a la société civile, qui est aussi une force d'expression. Eh bien, tout à l'heure, à vous écouter, quelque part, j'ai eu l'impression, ça, je voudrais que ça reste à l'étape des impressions, c'est-à-dire une liste peut surgir de nulle part, tomber vlam, on affiche et on ira voir. Moi, je pense que sous nos cieux, avec ce que vous êtes censé savoir, les crises, beaucoup de crises électorales partent des listes. Je dis la liste, c'est la base. Donc, mais c'est la base, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi, de mon point de vue, je ne pense pas que c'est une fois affiché qu'on commence par y trouver des petites virgules qui seront corrigées comment. Mais lorsqu'on est en train de constituer la liste, en quoi ça gêne que, c'est-à-dire, le processus même soit clarifié, que le processus soit, que le mécanisme soit monté de sorte que ces acteurs-là puissent se dire, mais tel que c'est, nous avons un œil là-dessus. Vous avez fait confiance à la NIP il y a longtemps. Tout Béninois est allé s'enregistrer auprès de la NIP, oui ou non? Quand on n'avait pas parlé de questions de liste électorale. Et c'est pour ça que on a trouvé un raccourci pour dire, mais si la NIP est en train de faire déjà une liste exhaustive pour tous les Béninois. Dont vous parlez là, c'est inscrit dans la Bible ou dans le Coran?
Mais je suis désolé. Alors, Jean-Alain Gono, pour conclure, Cher ami. quelles sont alors les espérances à ce niveau? Moi, je pense que c'est peut-être en cela que je vais racheter le travail de médiateur. Rien ne sera de trop. Si, Non, nul ne sera de trop. ouais, et puis tout effort, je voudrais dire, ne sera de trop si c'est pour amener à faire des élections vraiment démocratiques. Des élections vraiment démocratiques, qui transparentes. Parce que je l'ai toujours dit, qu'est-ce qui nous a amené à créer le Sénat dans notre pays? C'est la transparence. C'est le fait que je ne te fais pas confiance, tu ne me fais pas confiance, et donc allons-y faire ensemble. Et vous avez vu parfois qu'il a surgi des divergences au sein de la Sénat. Parce que diverses opinions s'y trouvent. Ce qui est une bonne chose. Donc, mais là, on ne peut plus revenir sur ça là aujourd'hui parce que la loi a fait et la Sénat a été constituée par les groupes politiques présents au Parlement. C'est ce que la loi aussi avait été toujours. Quel groupe au Parlement? Les groupes politiques existants au Oui, Parlement. très rapidement, Donc, c'est ce qui mieux. serait, L'opposition et la mouvance, n'est-ce pas? notre espoir, nous allons commencer par chanter ça. Je pense que j'ai chanté jusqu'à ce qu'on aille aux élections présidentielles. Et après, je vais chanter ça aussi aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons faire pour que la confiance soit restaurée et que nous puissions passer des élections sans que l'autre ne soupçonne l'autre de l'avoir. Il faut faire ça. Parce qu'à partir du moment où il y a des soupçons, c'est qu'il y a des crises et il y a de brouille dans le pays. On ne voudrait plus ça. Qu'on ne voudrait plus ça. Donner les moyens. Que ceux qui chantent, parce que l'opposition a demandé à avoir clair dans la liste, qu'on commence par les vilipender sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient, chacun d'entre nous. Georges Voilà. Anagono, je rappelle que vous êtes analyste politique, socio-anthropologue. Vous étiez face à Joseph Non, il n'était pas face à moi. directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci à tout Tout un le face à chacun moi. pour l'attention et l'amour accordé à ce programme télé sur EZAU TV. Merci à tous. À demain pour l'invité. Très belle suite de programmes sur EZAU TV.